On est aujourd'hui à Bordeaux avec Tony Jazz sur son projet, que dirais-je, sur ce méga gros chantier qu'il est en train de faire. Il va nous en parler, nous dire comment est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il veut faire avec, comment est-ce qu'il en est arrivé à faire ce genre de projet, c'est quoi sa mission, c'est quoi sa vision, où est-ce qu'il s'en va, mais surtout, il pourra nous parler un peu de tout ce qu'il fait, notamment sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'il est extrêmement présent. C'est parti. Bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Tour du monde de l'immobilier dans lequel j'interviewe différentes personnes qui sont des acteurs dans le monde de l'immobilier, que ce soit ici en France, au Canada ou dans d'autres pays. Aujourd'hui, on est à Bordeaux avec Tony. Salut Tony, comment ça va? Ça va très bien, mon cher Canadien. Ah, t'as pas encore l'accent canadien. J'ai pas encore l'accent canadien, mais je peux pas. Ok, ça part mal, mais je pense que c'est ce qu'on voulait. Ça... All right. Bah écoute, ce que je voulais faire, c'était un peu partager un peu ton parcours, qui tu es. Ok. Beaucoup de gens te connaissent déjà sur Internet, mais je pense qu'il attendait que... Ouais, vas-y. Mais du coup, est-ce que tu serais te présenter un peu rapidement pour que les gens qui ne te connaissent pas encore te découvrent? Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais changer votre vie. C'est ce que tout le monde dit. Je te jure, tout le monde dit ça. Let's go. Tony Jazz. Moi, je suis dans énormément de domaines. Je suis pas que dans l'immobilier. D'une manière générale, moi, je suis un entrepreneur. Tu vois, j'ai fait des études de droit très courtes à Paris. C'était pas forcément mon fort. Du coup, moi, mon truc, c'était vraiment faire de la musique à l'origine. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé. J'ai vécu à Montréal, j'ai fait de la musique. C'est comme ça que j'ai fait la musique de campagne du président Obama, puisque je faisais mes allers-retours avec les États-Unis en 2008. Après, en 2012, j'ai refait l'autre musique du président Obama. Je suis revenu en France. Là, j'ai bossé pour un ancien Premier ministre qui était maire de Bordeaux. Juppé? Exactement. Si on peut le nommer? Oui, bien sûr, absolument. Quand tu dis un ancien Premier ministre, c'est forcément quelqu'un de très connu. Exactement. Et après, j'ai eu tout un tas de vies, principalement dans le marketing, mais vraiment tout un tas de vies. Des hauts, des bas, beaucoup de bas. J'ai eu un bas avant dont je ne parlais pas publiquement, mais que là, maintenant, ça va, ça fait quelques années, donc je peux en parler publiquement. Si tu me permets, c'est les bas qui font les hauts. C'est que les hauts, tu les as parce que tu es passé à travers les bas. Exactement. Et la raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que, petite parenthèse, vivant en Amérique du Nord, j'ai vécu en France. Ouais. Et la grosse différence que je trouve entre les deux pays, c'est cette capacité à viser très haut et aussi à être en mesure d'embrasser l'échec. Pas dans le sens où je vais me jeter devant une voiture, mais de m'en servir comme un tremplin pour aller plus loin. Ouais, c'est clair. Ce qui n'est pas très courant normalement habituellement dans la mentalité ou dans la façon de penser que j'ai souvent vu quand j'étais en France. Absolument, ouais, absolument. Moi, c'était un bac qui était, je pense que si je pouvais le résumer d'une manière très visuelle, je me suis retrouvé au fin fond du magma d'un volcan en train de nager. Et donc, tu sais que plus tu nages, plus tu meurs. C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, pratiquement game over. Oh non, c'était game over. C'est-à-dire que le jeu n'était pas fini, il restait de la vie. C'est la deuxième vie. C'était comme ça. Avec bonus. Exactement. Et j'ai eu le petit bonus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, à cause de beaucoup de mauvaises décisions, je me suis retrouvé SDF. Mais SDF, tu sais pas le truc où tu es avec tes amis, je dors chez toi ce soir, je dors chez toi ce soir. SDF sur un banc, à dormir et à prendre du recul sur ta vie en disant j'ai fait un truc pour Obama, j'ai fait ci dans ma vie, j'ai fait ça dans ma vie. Ouais. Et comment tu vas aussi haut pour tomber ensuite aussi bas? Puis il n'y a rien de mal à être SDF, c'est juste qu'il y a quand même un gros gap entre les deux. Mauvaises décisions. Les mauvaises décisions que tu prends dans ta vie. Là, il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui savent très bien qu'ils sont en train de prendre des mauvaises décisions. Genre, on va pas aller au sport aujourd'hui. Et du coup, tu vas pas au sport. Ta santé, tu ne l'entretiens pas. Et comme je le dis souvent, si tu prends pas du temps aujourd'hui pour ta santé, c'est ta maladie demain qui va te faire prendre du temps pour elle. Aujourd'hui, les mauvaises décisions que tu prends financièrement, je vais acheter ça, je me fais plaisir, on n'a qu'une vie. Tout ça fait qu'à un moment, tu sais que tu prends une mauvaise décision. Tu sais que c'est pas très bon pour toi. Tu sais que c'est un petit peu de cyanure que tu es en train de prendre quand tu fais ça. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, du coup, forcément, le fond. Et moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai fait ce qui m'a rendu à la rue, c'est mauvaise décision financière, mauvaise décision personnelle, mauvaise décision amoureuse. Le magma, en train de nager comme ça dans un volcan. Et tu sais que plus tu restes dans le volcan, plus tu meurs. Mais du coup, ce qui serait intéressant pour ceux qui nous regardent, c'est comment tu sors de ça et tu te relèves pour devenir le Tony que j'ai en face de moi aujourd'hui, qui est celui que je vois sur les réseaux sociaux. Vous ne le voyez peut-être pas, mais derrière moi, il y a le château de Vincennes en version, j'allais dire en version miniature, mais j'exagérerais, en version régulière. Là, vous avez les jardins de Tuileries devant nous. Exactement. C'est énorme ce qui se passe ici. Comment tu passes de ça? Quand je passe de ça à propriétaire de ça. Ouais. Je trouve que tu fais aussi en plus derrière autour, qui vaut la peine d'être. Là, on a le lot qui est là. Le truc, c'est que
vous avez 2-3 jours devant vous, on prend un petit verre, on se dit, et je vous explique ce qui s'est passé. Énormément de choses. Mais si on devait en prendre les grandes lignes et en sortir une essence, ce serait, tu sais, il y a cette phrase qu'on entend souvent, sortir de sa zone de confort. C'est ça, mais puissance 4 milliards. Ça, c'est encore trop doux. Quand je te dis sortir de sa zone de confort, c'est commencer à te faire des trucs que dans ta vie, tu dis, mais jamais j'aurais été capable de faire ça de ma vie. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, mais si tu avais fait juste la moitié de ça, tu ne te serais jamais retrouvé là. Mais du coup, qu'est-ce qui t'amène cette façon de penser? Pourquoi je te pose la question, Tony? C'est que je vois le Uriel que je suis aujourd'hui. Ouais. Je compare au Uriel que j'étais quand je vivais en France. Ouais. Et au début, je pensais que ça avait à voir avec l'environnement, mais rapidement, j'ai réalisé que la différence entre ce que j'accomplis aujourd'hui au Canada versus ce que je n'avais pas réussi à accomplir en France, Ouais. c'est la personne que je n'étais pas, Ouais. mais surtout les rêves que je n'osais pas rêver, les personnes que je ne rencontrais pas, les conversations que je n'avais pas. Tu n'as peut-être pas conscience, mais cette conversation qu'on est en train d'avoir va inspirer des gens. Et va faire qu'ils vont peut-être prendre une petite décision qui, en cumulant les choses, va faire qu'ils vont sortir de ce trou et même mieux, aller beaucoup plus haut. Ouais. Dis-moi un peu comment est-ce que c'est quoi ce qui t'a amené à te dire, je vais prendre une approche différente, je vais attaquer la vie différemment et qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Le fait que je n'ai pas eu le choix, en fait. Le truc, c'est que j'ai plus rien à perdre. Le truc, c'est que tu es au fond du seau. Donc, moi, je voyais les gens qui étaient dans la rue, drogués, alcooliques, plein de balafres, toujours sale, toujours pas très, tu vois, et je me dis, c'est soit ça, soit j'essaye de devenir celui que je pense que je suis réellement, le gars que tu es en train de voir là. Au passage, les amis, on est sale aujourd'hui pareil, mais c'est pas parce qu'on est SDF, c'est parce qu'on est sur un chantier et qu'on voulait mettre la main à la pâte. C'est une chose très importante, on en parlera tout à l'heure. Je vais vous dire ce qui s'est passé. En fait, avant de faire cette vidéo, il fait chaud parce que là, c'est la canicule ici, et en fait, j'avais un tas de mousse d'isolant en pâche partout, et lui, regardez comme il est tout beau, tout propre. Il a pris un sac poubelle, il l'a ouvert, il a dit je peux pas vous laisser bosser, les gars. C'est pas vrai que je vois ton père qui est un aîné commencer à travailler et m'asseoir. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Non, culturellement, nous on n'est pas là-dedans. C'est pas possible que je vois un aîné travailler. Normalement, c'est toi qui travailles et l'aîné il est là en train de bouffer, de boire sa bière, puis il te dit peux-tu aller me chercher quelque chose? Voilà. Non, tu es en train de travailler. C'est ça. Et ouais, la différence en tout cas, elle a été dans le fait que je me dis, c'est soit je deviens ce gars-là, soit je deviens le gars que je pense que je suis réellement et que je me reprends en main et que je réfléchis différemment. C'est ce qui s'est passé. Parfait. Et de là, tu sors de ce trou-là, tu t'élèves et du coup, Tony, aujourd'hui, c'est quoi, c'est qui? En quelques mots, qu'est-ce que tu fais dans la vie? En quelques mots. En plus de changer des vies, bien sûr. En plus de changer vos vies. Alors, bon, évidemment, je donne énormément de contenu sur les réseaux sociaux, énormément de contenu gratuit. Je crée des guides, j'envoie un maximum de valeur aux gens pour qu'ils puissent apprendre des choses. Parce que moi, ce qui m'a aidé, c'est le fait que d'autres m'aient aidé, j'ai envie de dire, gratuitement, dans le sens où ils me disent, pense comme ci, pense comme ça, réfléchis à ça, essaie de faire ci. Et on te donne de la connaissance gratuitement. Donc, en fait, le fait de faire ça aujourd'hui, ça me permet de redonner. Tu vois, donc ça, c'est la première des choses. Donc, c'est ce que je fais sur les réseaux. Après, le truc, c'est que je suis un entrepreneur. Donc, beaucoup de sociétés. Tu me dis, ah, Tony, je vais faire un business, un machin, un truc. Je regarde. Si je vois que le business m'intéresse, je me dis, tu sais quoi, je vais le faire avec toi. Moi, je connais des gens qui peuvent acheter tous ces trucs-là et on va vendre ensemble. Et toi, tu gères le truc. Je te laisse gérer ton truc et tout ça. Moi, je vais pas être dans l'opérationnel, mais je vais t'aider et on va pousser. Donc, j'ai des boîtes dans différents trucs. J'ai un bar, on est en train de faire un deuxième bar. On a un truc de location de voiture, un truc d'achat de chevaux, revente de chevaux. Immobilier évidemment, location, revente, et bon, on a un pléthore de choses. Très intéressant. Comment par rapport à l'immobilier, rapidement, c'est quoi un peu ta stratégie? C'est quoi qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de choses, achat-revente, détention, court terme, saisonnier. Bref, j'ai appris tellement de termes depuis que je suis rentré par rapport à l'immobilier. Si toi, tu dois résumer un peu ta stratégie ou ton approche ou ta philosophie d'investissement, qu'est-ce que c'est? Mon approche, elle est très simple. J'ai une première approche qui est ce qu'il ne faut pas faire. Faut pas faire ça. Moi, je fais ça parce que j'ai un traumatisme. Mais faut pas faire ça. J'ai une approche qui est personnelle, que je mets en premier, qui est je veux des toits. Et pourquoi je veux des toits? Des toits au-dessus de ma tête? Parce que moi, j'ai été à la rue. Donc, c'est pour ça que je veux des toits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on achète un tiers d'un hôtel où on est là actuellement. Parce que j'ai tellement été traumatisé par le fait de me retrouver à la rue que je veux posséder juste pour moi pouvoir y aller. Mais c'est une mauvaise stratégie, c'est pas rentable. Ça dépend parce que je veux dire pourquoi. C'est bon pour mes amis quand même. Je veux dire pourquoi j'interviens parce que je ne le savais pas ce que tu me dis là, mais moi j'ai commencé l'immobilier parce que
Quand j'y vais à Paris, Ouais. j'ai eu beaucoup de mal à me loger. Fraîchement débarqué d'école de commerce, d'école d'ingénieur de Troyes, j'arrive à Paris, pas de garant, petit salaire, période d'essai, tout le combo pour qu'un propriétaire te donne jamais son logement. Exactement. Et du coup, j'ai beaucoup zoné, passé Ouais. de logement en logement. J'ai été SDF. La seule différence entre toi et moi, c'est que j'ai pas dormi dans la rue, j'ai pas dormi sur un banc dans la rue, mais sur un banc dans le RER. J'étais un peu plus confortable. Ouais, mais c'est pareil. Il fait juste quelques degrés plus chaud, mais c'est la même chose. Exactement. Moi, c'était Aubert. Okay. Puis après, ce que j'ai réussi à faire quand même, c'est, j'avais toujours pas de logement, mais je dormais au travail. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est efficace. Je suis le dernier à partir. Je suis le premier à arriver. Et je me lavais sur place. Il y avait une salle de bain. Bon, honnêtement, c'était le bon setup. Ouais. En fait, là, je suis en train de te dire tout le conditionnement mental que je me suis inventé pour pouvoir passer à travers. Je vois. Mais la réalité, c'est que ça m'a donné un peu ma phrase typique qui est de dire, parce que je travaillais. Ouais. Je faisais peut-être 3 000 € par mois à ce moment-là. Okay. Si mon cash n'est pas assez bon pour qu'on me loue en logement, on va me vendre un logement. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à investir en immobilier. Après, quand j'ai compris les stratégies, je me suis dit, ça fait aucun sens d'acheter des toits. Mais là, je me suis dit, Uriel, j'adore voyager. Et j'en ai marre quand je voyage de dormir à gauche, à droite. Ça me tente très bien d'avoir une maison dans tous les pays que j'ai envie de visiter. Ouais. Et donc, je suis un peu comme toi, je m'achète des toits aussi. Donc, on va se le dire, on le redit, ce n'est pas une stratégie d'investissement. C'est pas rentable. Vous le faites quand vous avez justement des biens ou des investissements qui sont rentables, qui viennent subventionner ce genre de mode de vie, au fait. Ouais, c'est ça. Donc ça, sauf que moi, je le mets en premier, donc c'est encore deux fois mauvais. Hein. À ne pas faire. Voilà, à ne pas faire. Écoutez ce qu'il dit, mais pas ce qu'il fait. Exactement. Parce que ce qu'il fait, vous n'êtes pas encore prêt. C'est ça. Tout à l'heure, je vais vous montrer la maison dans laquelle je vais habiter. Et j'ai fait un choix dans cette maison qui n'est absolument pas rentable. Et tout le monde, quand je explique ce choix-là, je vais vous le montrer dans quelques minutes. Le truc, c'est que je voulais absolument avoir au-dessus de ma tête, je voulais 4 mètres. Minimum. On en a 6. Et pourquoi je veux ça? Parce que je veux pouvoir me balader chez moi et que mon ego, il se balade aussi avec moi. Tu vois. Mais en vrai, c'est juste que c'est créatif, c'est hyper créatif pour moi. La cathédrale de Notre-Dame, c'est quoi comme hauteur déjà? Sur la même hauteur. Donc, tu vois, et ça, et pourquoi je dis que c'est pas rentable? Parce que les gens me disent, mais attends, Tony, t'as 6 mètres. Ah ouais, t'as de quoi mettre 2-3 logements en plus. Mais total, fais un logement, fais un truc au-dessus. Ah, je te le dis, moi, je suis arrivé ici, Tony, je me suis dit, je monte 20 étages. Là, il y en a 2. Bah, regarde, faut pas aller loin, là. Voilà. Le comparable, il est derrière. Voilà, c'est la première chose que je me suis dit. Mais après, des fois, dans la vie, on fait des choix qui sont basés sur les émotions. Exactement. Après avoir fait les choix basés sur la raison. Exactement. Donc, je sais que ce n'est pas un bon choix financièrement, mais comme je peux me le permettre, les moyens, c'est déjà ça. C'est pour ça que je le fais. Exactement. Mais la stratégie, après, une fois qu'on a enlevé ce truc très personnel et qu'on va sur le truc vraiment purement financier, moi, je vais partout où ça crée de l'argent. Qu'est-ce qui crée de l'argent, du cash en immobilier? La première des choses, c'est l'achat-revente. Il y en a qui pourront dire oui, mais c'est mieux de faire un truc de Airbnb où c'est pas à toi, tu loues un propriétaire et tu reçois l'argent. Ouais. Certes, ça peut être intéressant, mais au niveau d'une banque, quand tu fais ça, tu n'es pas propriétaire. Tu n'es propriétaire de rien. Mais tu as de l'argent qui rentre. Mais par contre, l'achat-revente, le flip, typiquement, c'est parfait. J'achète, hop, je revends. Forcément, je revends plus. J'ai du cash qui arrive. Quand j'ai plus le bien, j'ai un amas de cash qui arrive. Voilà. Ça, c'est le premier truc et c'est le truc le plus rentable. En France, on appelle ça les marchands de biens. Après, je vais faire de la location saisonnière, puisque c'est la deuxième chose la plus rentable, qui peut être le plus rentable en immobilier. J'achète, je possède, je crée toutes les autorisations qu'il faut, et là, je fais du Airbnb au maximum. Et comme on est, toi comme moi, même si on est sur les réseaux et qu'on parle d'immobilier ou de finance, on sait aussi faire du marketing, parce que c'est du marketing que de faire des vidéos, des machins. Donc, quand je vais écrire mon annonce, quand je vais faire les photos, je vais rendre le truc tellement plus sexy que tout le monde. Je veux éteindre tout le monde. Je veux que quand le locataire, le voyageur, il aille sur n'importe quelle plateforme et qu'il voit mon bien, il fait c'est lui et pas un autre. Parce que c'est beau, c'est bien agencé, c'est machin. Et quand les gens viennent, un petit cadeau, une petite attention, un petit mot, un petit machin, ça change des choses. Donc ça, c'est la deuxième de mes stratégies. Et après, la troisième, qui là est purement un truc qui est rentable, mais que je ne conseille pas si on veut faire de l'argent, c'est que je loue, par exemple, des biens que j'achète à des étudiants. Mais je ne loue pas pour faire de la location étudiante et espérer, comme certains le vendent, un petit cash flow tous les mois, un petit bénéfice tous les mois. Je le vends, j'achète un bien, je le rénove, je mets un étudiant dedans juste pour qu'il paye le crédit, ça fait un cash flow. Franchement, je le regarde même pas. Ça fait 0, je suis content. Ma stratégie, c'est dans quelques temps, toi, je vais te revendre et là, je vais faire mon flip sur toi. En attendant, pour payer le crédit et le temps que le bien prenne de la valeur, je mets quelqu'un dedans histoire de payer le crédit. Donc voilà, ça, c'est mes 3 stratégies en immobilier. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de littérature sur Internet qui parle beaucoup de cash flow, de cash flow, de cash flow.
Mais la réalité, c'est que c'est pas avec ça que tu vis, sauf si tu es un rentier qui possède des biens depuis très longtemps, qui sont payés. Qui sont payés, le crédit oui, est plus bien vraiment là, sûr. et là, tu peux vivre de la différence. Là, oui, oui, oui. Mais à court terme, ce dont tu vis vraiment, c'est acheter et revendre, comme tu dis. Exactement. C'est créer de la location où tu vas chercher un différentiel entre marché régulier et un marché qui est plutôt à court terme. C'est ça. C'est vraiment de belles stratégies. Ça, tu les fais partout dans la Gironde, partout au Canada. Je le fais ici, en France. Je le fais donc ici en Gironde. Je le fais en région parisienne. Je le fais chez moi aux Antilles. Et là, on compte le faire au Canada. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on finisse ça avant de... Bah, c'est intéressant parce que je suppose que ce genre de projet, ça prend beaucoup de capitaux. Ouais. Comment ça fonctionne ici, le financement? Pourquoi je t'en parle? Parce qu'au Canada, on a ce que tu sais sans doute, ce qu'on appelle les prêteurs privés. Ouais. Donc, tu as les institutions bancaires, les prêteurs classiques. Et tu as un Tony qui a 10 millions dans un compte en banque, qui est fatigué de faire des opérations, qui veut chiller un peu, qui veut se reposer et qui dit, bah, vous savez quoi? Moi, j'ai un 10 millions. Je vois des jeunes qui sont bons dans ce qu'ils font. Je les ai formés. Ils ont une vision, ils ont une ambition, ils savent ce qu'ils font. Prenez-moi mon 10 000, prenez 1 million, faites votre projet, vous me donnez 10%, mais au moins, toi, ça te permet d'avoir un rendement et eux, ça leur permet de rouler. Ce qu'on appelle les prêteurs privés. Est-ce que vous avez ça ici? Nous, ça n'existe pas. En fait, nous vivons dans une culture, pas dans un pays, dans une culture méfiante qui n'aime pas les gens qui réussissent et sur lesquels, si tu n'as pas, je ne te prête pas. C'est-à-dire que, par exemple, la banque, ici, spontanément, elle te demande un apport. C'est-à-dire, montre-moi que tu as, montre-moi que tu mets avec moi. Et ce système-là, qu'on pourrait appeler le système de business angel ou d'investisseur ou autre, il est très peu commun en France, sauf dans l'entrepreneuriat et dans les secteurs de la tech. Mais en France, tu n'as jamais personne. Moi, je vais te donner un exemple. Je fais partie d'un groupement de marchands de biens où, quand il y en a un qui trouve un truc intéressant, parce qu'on fait partie du même groupement, on met avec toi. Mais jamais tu trouveras un privé qui dit tiens, vas-y, joue avec, reviens. Parce qu'il y a des cas ici de gens qui sont partis avec la caisse, de machin. Donc ici, nous n'avons pas ça. Le seul système de financement que l'on a, même si on a des systèmes de financement privés, mais c'est anecdotique, c'est le système bancaire. C'est-à-dire, bonjour, je veux acheter ça. Pour acheter ça, j'ai besoin de temps. Combien vous me prêtez? La banque va dire combien tu mets, combien ça va être rendement. Fais voir ton business plan pour voir est-ce que ça peut être intéressant. Voilà, c'est 99% du marché quand tu veux acheter quoi que ce soit en immobilier. Que ce soit le petit gars qui fait son truc dans son coin, comme le gros marchand de biens de l'autre côté. Tu as abordé un sujet tout à l'heure qui est relatif aux gens qui n'aiment pas les gens qui font de l'argent. Je l'avais constaté avant de partir. J'avais l'impression que c'était en train de changer. Ah bon? Je peux te confirmer que c'est le cas pareil aussi au Québec. En fait, le Québec, c'est un peu une France en miniature, dans le sens où on a quand même des attaches, on a beaucoup de points en commun. Et culturellement, même si au Québec, on est un peu plus à l'aise de parler de chiffres, parce qu'on est collé aux États-Unis, où est-ce qu'on parle beaucoup de chiffres, on est dans les numbers, les KPI et tout ça. On a toujours encore un peu cet état d'esprit où est-ce que quand les gens font trop d'argent, on ne les aime pas. Un peu l'histoire du panier de crabe, où est-ce que dès qu'il y en a un qui sort, on essaie de le ramener à l'intérieur. Absolument. Comment ça se passe ici? Pareil. Pareil, sauf que le panier de crabe, ils sont quelques millions, et voire beaucoup. Et le truc, c'est que c'est pour ça qu'ici, pour réussir, c'est très compliqué, parce que il y a une partie de l'entourage qui va jouer dans ta réussite. Et le truc, c'est que comme ces gens qui réussissent se font anonymes, tu ne les vois pas. Je te donne l'exemple du propriétaire qui a une bonne majorité ici. Le mec, si tu le vois passer, tu as envie de lui donner de l'argent. Alors que dans son garage et dans sa vie, bah c'est simple. Tu vois ce qu'on voit là-haut et ce qu'on voit sur le côté, et tu as vu les résidences qu'il y a là? C'est lui le propriétaire de tout ça. Oh, ok. Voilà. Et quand tu le vois, tu dis, tu sais, ça lui... petit. Ouais, tu dis, moi, ça va, je peux vous aider, est-ce que j'ai pas un truc? Est-ce que j'ai des pièces? C'est ça. Et donc, du coup, ces gens-là veulent tellement devenir anonymes et passe-partout que tu peux rien faire. Alors que parler et discuter avec un gars comme ça, savoir comment il a fait, quels conseils il pourrait te donner, c'est ça qui va t'enrichir. Ça va être la meilleure des masterclass, la meilleure des universités pour toi. Mais le truc, c'est que c'est pas possible, parce que comme il y a une méfiance et que lui, il sait que on peut être méfiant envers lui, mais il ne sait pas qui t'es. Il ne sait pas si tu vas l'intéresser ou pas. Donc, du coup, d'entrée, il va mettre une barrière, une méfiance. Et c'est ce qui fait que, du coup, tu peux pas t'ouvrir. C'est dommage. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à progresser, c'est justement d'être confronté à des gens qui en ont fait plus que moi
et qui justement ont pu me dire, écoute, mon petit, tu vas à telle direction, moi je suis passé par là, va plutôt par ci. Des fois, des gens que j'ai payés à travers, j'investis énormément dans les formations et je connais pas un seul entrepreneur qui ne le fait pas, ou dans des masterminds. Et aussi à travers le fait de pouvoir les voir, ce que eux ils ont fait, profiter de leur expérience, mais il faut trouver ces gens-là. Et si tu me dis qu'ici ils sont anonymes, c'est très compliqué du coup de fonctionner. Tu les trouves pas, tu vas les trouver parce que moi je vais te présenter un copain, du coup tu vas le connaître, lui il va te présenter un autre gars, tu vas le connaître. Il n'y a que comme ça que ça va se faire. Changement de décor, là ce qu'on va regarder c'est un peu le projet sur lequel on est. Tony, je trouve que c'est un projet assez gigantesque. Du coup, est-ce que tu sais nous en dire un peu plus, la genèse de ce projet, l'objectif, la vision, comment tu l'as trouvé, où est-ce que tu t'en vas avec? Et c'est quoi ce château de Versailles que tu nous recrées à Bordeaux? Ça, c'est le domaine Chaka. J'ai expliqué domaine Chaka. Pourquoi j'ai appelé ce truc le domaine Chaka? Pour une raison très simple. Parce que j'ai voulu faire une référence à mes aïeux. Tu sais que les plus grands rois viennent tous d'Afrique. Chaka Zulu. Chaka Zulu, exactement. Afrique du Sud. Exactement. L'histoire d'un homme qui s'est battu pour avoir ce qui lui a appartenu. Et moi, je peux te dire que ça, je me suis battu. Parce que quand les gens arrivent ici, les artisans et tout ça, ils disent « Ah, mais lui, ça va, on va le dépouiller. » Là, ça fait 3 ans que je suis sur ce projet. J'ai eu une vingtaine de refus bancaires. Et je peux te dire que c'est décourageant. Hein. Quand tu fais les premiers rendez-vous, tu dis non, c'est next. Et le truc, c'est que j'ai essayé de faire tourner beaucoup de partenaires pour pouvoir réussir à le faire. Bon, ça a été très compliqué, mais nous y sommes. La volonté d'un homme, comme je dis toujours, la volonté d'un homme. Et on a réussi. Et en fait, moi, ce qui m'a séduit dans cet endroit, c'est qu'en fait, on a des hauteurs sous plafond qui sont immenses. Parce que là, la date de construction, on est avant 1762. Ce qui veut dire que tu prends la Révolution française, 1789, ça a été fait avant la Révolution. Imagine-toi tout ce que ça a dû voir passer. Le nombre de royautés qui ont dû passer par ici, ou en tout cas qui étaient en vie. L'histoire qui s'est passée ici, c'est-à-dire que ça, c'est colossal. Et quand tu regardes tout autour, c'est totalement urbanisé, ce qui veut dire qu'on est dans un oasis ici. Et moi, le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand je fais venir ma famille ou mon père qui est avec nous, qui fait des travaux, la première fois qu'ils sont arrivés ici, ils disent, mais attends, quand on sait à quel point il y a du béton autour, jamais tu dis, il y a ça ici. C'est comme si tu étais dans Paris et que moi, je t'amenais dans une forêt dans Paris. Tu dis, mais attends, mais où il y a une forêt dans Paris? C'est Times Square, c'est Central Park. C'est Central Park ici. Et donc, du coup, c'est ce qui a fait que moi, ça m'a séduit. Les hauteurs, le fait que ça soit dans un parc, le fait historique de l'histoire qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de ça, on s'y sent bien. Tu vois, l'énergie, elle est bonne quand tu es ici. Voilà, c'est ça qui m'a séduit principalement. Puis après, le prix m'a calmé et je me suis dit, bon, on va le faire quand même. Mais souviens-toi, tu l'as dit au début, tu te finances tes plaisirs. Exactement, exactement. À quoi ça sert de faire du cash et à la fin, on ne peut pas en profiter? C'est ça. Je ne pense pas que le cash, le but, c'est d'en accumuler pour en accumuler. C'est pour avoir accès à des outils qui donnent accès à des conforts, à du plaisir, à pouvoir déléguer plus de choses, faire plus de choses et avoir la qualité de vie que tu veux ultimement. Donc, le but de faire du cash, c'est de pouvoir faire des folies comme ça, qui peut-être sur papier n'ont aucun sens financièrement, mais émotionnellement, imagine l'énergie. Si on commence à prendre en compte ce que tu vas produire ici, d'un point de vue financier, c'est extrêmement rentable. Oui. Bon, on sait justifier les choses. Oui, non, mais complètement. En fait, le truc qui va être très rentable de ça, c'est que je me connais. Je ne resterai pas ici toute ma vie. J'en resterai une bonne partie. J'en garderai peut-être un morceau pour moi, mais je vais vendre la majorité. Okay. Et il suffira d'en vendre un. Pour que ça fasse du sens. Pour que tout soit rentable, d'un coup. C'est un projet rentable, finalement. C'est un projet très rentable. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à ceux, par exemple, qui ont peur de se lancer dans ce genre de projet parce que peut-être forcément, ils ne voient pas la vision ou la destination quand ils commencent? Les gens ont besoin de certitude de nos jours, alors qu'en réalité… En fait, pour moi, c'est toujours la même chose. Je te donne un exemple. Tu étais avec moi il y a 2 minutes, on regarde les gouttières. Ça fait 1 heure là où vous nous voyez là, ça fait 1 heure qu'on regarde les gouttières. Hein. Les pentes, les descentes, ça a bougé. Et le truc, c'est que j'ai fait venir des gars pour la toiture qui m'ont dit « Ah, mais non, mais ça, c'est pas possible. Non, mais ça, vous y arriverez jamais. Non, mais ça, oubliez. » Et je fais venir d'autres gars qui me disent « Ouais, bah vas-y, moi, je vais te faire couler de l'eau. Je vais regarder comment on peut faire ça. » Et en fait, en fonction de l'énergie des gens avec qui tu vas collaborer pour faire ton projet va prendre du sens. Je vais te donner l'exemple d'une personne que j'ai fait venir la dernière fois. Et je lui dis « Voilà, j'aimerais faire ci, ça, ici. Comment est-ce que je peux le faire? C'est toi le professionnel. C'est à toi que je pose la question. » Quand tu commences à me dire « Ouais, mais là, on peut pas. Ouais, mais ça… » Qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai besoin d'un gars qui me donne des solutions. Je te ramène, tu me donnes des problèmes, des nouveaux problèmes.
donne ta place. Là, je fais venir quelqu'un de nouveau et quelqu'un me dire, OK, ouais, c'est gros, mais je sais ce qu'on peut faire. On peut faire ci, on peut faire ça. Et en fait, être entouré de gens qui te donnent des solutions, c'est ça qui fait que tu dis un truc qui était impossible, tu le rends possible. La seconde où quelqu'un commence à me dire c'est impossible, c'est la dernière seconde où je l'écoute. C'est ça. Tu peux me dire que c'est difficile. Tu peux me dire qu'il va y avoir des contraintes. Tu peux me dire que ça va être cher. Oui, mais tu peux me dire que ça va prendre du temps pour y arriver. Mais la seconde où tu me dis que c'est impossible, c'est comme si j'avais un filtre. Tu m'as fatigué déjà. J'arrête de t'écouter. Exactement. Ok, intéressant. Et là, du coup, tu vas faire quoi ici? Tu rénover? Ouais, en fait, ici, il y a plein de choses, il y a plein de choses impossibles. Hein. On n'a que des choses impossibles, mais on va bien y arriver. Ici, tu vas avoir un garage qui va être en face de toi. Là, sur le bord de la maison, ici, ça va être une porte-fenêtre. Ce qui veut dire que quand tu vas avoir ton garage là, tu pourras marcher sur ton garage, ça va être un toit plat. Je vais te faire une belle déco à la balinaise incroyable. Tu vas avoir l'impression d'être dans un écrin ici, avec un système de lumière que je vais mettre partout sur les arbres, sur les côtés, sur le vin, qui fait que quand tu arrives chez toi, moi j'adore la domotique, tu arrives chez toi, tout s'allume, tout se met dans une ambiance, tu vois. On va faire une belle piscine à remous qui va être sur le côté sous les arbres. Mon petit côté guadeloupéen, il faut qu'on soit bien. Faut qu'il y ait de l'eau, faut qu'il y ait de l'eau. Tu vois, faut qu'il y ait de l'eau, c'est important. On va mettre une petite balancelle, un hamac sur les côtés. On va faire une avancée ici en bois, avec une terrasse, avec du beau bois africain ici qui sera mis, parce qu'il faut mettre des refs, tu vois, de chez nous, c'est important. Exactement, domaine chacun, mais il faut qu'il y ait du bois, voilà, exact. Donc on va faire des belles avancées. Là, on va revoir toutes les toitures, on va revoir toutes les fenêtres, tout le système et tout ça, mais ça va être, et on va essayer de faire un maximum de choses sans consommation supplémentaire. Parce que comme il va y avoir la piscine, il va y avoir le système, et moi, enfin, je pense que tu as déjà remarqué, il y a une caméra qui est branchée là, avec un système de lumière. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a même pas Internet, il n'y a même pas d'électricité, mais j'ai déjà une caméra qui marche comme tu le vois au solaire, et j'ai un truc Wi-Fi qui se connecte au satellite. Ce qui veut dire que j'ai déjà protégé. Donc, je vais protéger tout le domaine là, sur l'ensemble avec des caméras. Donc, je vais faire un truc très dans l'ancien, mais avec beaucoup de choses très, très contemporaines. Okay. C'est un beau mélange et l'idée, ce serait soit de le garder, soit de le revendre en fonction des opportunités. Exactement. Ouais. Je pense que je vais garder cette maison en premier pour moi. Le loft qui est à côté, je vais certainement le louer. La petite maison qui est là, elle, je vais certainement la vendre dans un premier temps. Plein de choses. Ok. Comment tu gères quand tu as des banques qui te disent non? C'est quoi le mindset que tu utilises pour passer à travers? Je dis souvent qu'un non, c'est le début d'un oui. Souvent, un non, c'est le début d'un oui. Ouais. Il faut juste avoir insisté ou aller pivoter. Ouais, comment tu gères ça? Bon, alors, la résilience. Ouais. Moi, j'ai eu, je dis 25 non, 25 refus bancaires, mais c'est pour être cool. Pour être cool. Parce que si tu dis plus, tu peux passer pour n'importe. Je pense que j'en ai reçu le double, minimum le double. J'envoyais mon dossier, je discutais avec, donc j'allais en rendez-vous, je discutais avec les directeurs de banque, voilà ce que je veux faire, voilà où est-ce que c'est, machin. Oh super, oh très intéressant. Ah c'est vous, Monsieur Jazz, machin. Donc tu vois, t'as tout il y avait la vibe, t'as tout un truc. Et après ils font non mais en fait on va pas vous ou non le siège a refusé, mais pourtant j'adore votre. Et en fait tu fais que accumuler un nom sur un nom sur un nom. Et si tu veux à la fin ça me prenait tellement la tête, je me dis mais attends, est-ce que c'est moi qui n'ai pas vu quelque chose que tout le monde arrive à voir, et ça commence légèrement à te remettre en doute sur ta capacité à dire attends, en fait l'affaire que je pensais être une affaire n'est peut-être pas en réalité une affaire. Le seul truc, c'est que en réalité le poids financier du projet là, il est beaucoup pour un seul homme. Mais comme je le dis toujours, c'est la volonté d'un seul homme qui fait qu'on y arrive. Donc je me dis bon bah il suffira juste de continuer à persévérer et trouver une banque qui in fine dira oui. Et si tu veux, j'allais vers les banques systématiquement, comme un robot. On m'a dit non, ok, comme un robot, je continue, comme un robot, tu vois, comme un livrier qui court et il sait pas où est la ligne d'arrivée, mais et je faisais que ça parce que je me disais si jamais je me concentre sur leur nom et que je remets en cause dans mon cerveau leur nom, je risque de pas faire mon projet. C'est important aussi parce que, surtout pour ceux qui nous regardent, les gens ont souvent tendance à voir l'entrepreneuriat comme cette chose glamour où tout va bien, tout est beau, ce que j'appelle les highlight reels d'Instagram. Ouais. Puis des fois, on crée aussi cela parce que on montre souvent les réussites, mais ce que j'aime bien faire des fois, c'est de parler aussi des échecs et des difficultés. Parce qu'à la fin de la journée, un non, c'est un échec, c'est un mini échec. Ouais. Et ce qui se passe après, ça dépend de ce que tu en fais. Comment est-ce que tu passes à travers des moments difficiles, des moments sombres, que ce soit à travers des noms ou des problématiques dans une entreprise, un partenaire qui te vole, une entreprise qui ferme, peu importe. Quand tu as des moments durs, comment est-ce que tu gères ça? C'est quoi ta routine ou ton mécanisme pour passer à travers? Bon alors, je sais qu'il y a des gens, quand ils reçoivent des noms, des machins, des trucs comme ça, leur truc, c'est d'aller parler
parler aux gens, parler à leurs amis, parler à leurs meilleurs amis. Moi, le truc, c'est que je fais l'inverse. Mais après, c'est vraiment propre à chacun. Et moi, le truc, c'est que quand il y a un truc qui ne va pas, je fais tout sauf parler. Je ne parle plus. Je me renferme sur moi-même. J'essaie de faire des trucs que j'aime. Mais je me coupe le plus possible du monde. Il faut que toute cette négativité qu'on m'envoie, il faut que je puisse me couper entièrement du monde d'une certaine manière. C'est comme si je me nettoyais et j'essaye de me convaincre que c'est moi qui ai raison et que toute la négativité qu'on m'a envoyée, tous les échecs qu'il y a, c'est certainement dû de mon fait parce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas vu. Comme si je me disais, OK, il t'est arrivé ça, donc tu as appris ça. C'est très dur dans un échec de se dire, oui, j'ai reçu un échec, mais j'ai appris des choses. C'est super sympa à dire sur une vidéo Instagram. Dans la réalité, tu as envie de te manger les doigts. Et donc, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de m'auto-convaincre que, OK, j'ai mal fait, donc j'aurais dû faire comme ça, donc ça ne doit plus m'arriver. Et j'essaie de m'auto-convaincre je suis quand même sur la bonne voie. J'ai pas raté. Il faut que je trouve une solution. Et en fait, mais ce cheminement-là, il est très dur à faire à la tête. Mais c'est ce que je fais. Je me coupe et je me parle à moi-même. C'est bizarre, avec le temps, je pense que j'ai développé un muscle, justement, où quand j'ai un échec ou une difficulté, c'est comme si j'étais dans une désillusion. Et je me dis, oui, c'est une difficulté, mais j'essaie toujours de trouver quelque chose de positif. Je te dis pas que le jour même ou la minute même, je n'ai pas un crash, où est-ce que je me renferme, exactement comme toi. Mais le lendemain, la manière dont je me rebooste et je me relance, c'est de me dire, il doit forcément y avoir quelque chose qui peut marcher. Il y a forcément quelque chose que je peux corriger. Et comme tu le dis, je prends la responsabilité. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est à quel moment tu sais où est-ce que tu t'arrêtes, quand est-ce qu'il faut arrêter ou pivoter. Je m'explique. J'ai créé une startup où j'ai créé un logiciel pour aider les gens à trouver des opportunités immobilières. Ouais. J'ai fait 2 erreurs. La première, je pense, c'est que je n'étais pas la bonne personne à ce moment-là, dans le sens où je n'avais pas les bonnes compétences quand je me suis lancé. Je suis le genre de personne qui me lance et après, je vais apprendre. Okay. Et en l'occurrence, là, ça ne m'a pas servi. J'ai aucun regret. Et le deuxième élément, c'est que l'idée n'était pas forcément assez grande pour le marché que je visais, en termes d'études de marché. Et au bout d'un moment, on l'a mis sur le côté avec mon partenaire. On s'est dit, on la met de côté. On va la reprendre ou on la refera différemment, autrement. Okay. Et là où c'est intéressant, c'est que l'un des problèmes que j'avais en tant qu'entrepreneur dans cette entreprise-là, c'est que je n'étais pas encore bon à générer du lead. Okay. Qui est quelque chose que j'ai développé dans ma prochaine activité que je fais aujourd'hui. Okay. Sans vouloir me jeter des fleurs, mon expertise aujourd'hui, c'est être capable de générer des leads qui sont intéressés par différents programmes, peu importe ce que je dois vendre. Ouais. Et c'est ce qui me manquait dans mon expérience précédente. Okay. Je t'en parle parce que je considère que c'est un échec, mais sans cet échec, je n'aurais pas appris ce que j'ai appris après. Okay. Mais en même temps, j'ai décidé d'arrêter. Et l'une des choses, je te dirais, qui me définit, c'est que je n'abandonne jamais. C'est un peu s'il y a une chose que je veux enseigner à mes enfants, never quit, never quit. Mais ça ne veut pas dire de ne pas pivoter. À quel moment, tu sais, là en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pivoté, je suis allé faire autre chose et je reviendrai dessus après par rapport à la startup. Mais à quel moment, tu sais te dire, OK, Tony, là, je suis peut-être sur le mauvais chemin. L'idée est bonne, mais je vais peut-être changer mon approche. Versus, je dois l'arrêter. Versus, je dois continuer. Ouais. Parce que qu'on le veuille ou non, on a toujours ces petites voix. On a tous du doute, on a tous de la remise en cause. Il faut juste savoir la gérer. Comment tu fais la distinction entre ces 3 personnes qui sont en toi, qui te tirent dans les directions différentes? Alors, ça va être compliqué d'expliquer ce que je vais dire, mais je vais le faire le plus simplement possible. Il risque d'y avoir certaines personnes, malheureusement les moins confiantes en elles, quand je vais dire ce que je vais dire, ça va les braquer. Ça va les braquer un peu. J'ai un avantage, c'est que je suis un surdoué. Ce qui veut dire que mon cerveau calcule plus vite que le cerveau de l'homme moyen tous les risques qu'il peut y avoir. Même quand je fais un mauvais choix, en vrai, moi, je le sais d'avance que j'ai pris un mauvais choix. Parce que je suis très lucide et que comme j'ai un cerveau qui est fait d'une telle manière que je mets très peu d'émotionnel dans certaines choses, je mets beaucoup de pragmatique et je sais quand ça, c'est une erreur. Mais parfois, je fais exprès de faire cette erreur juste pour tester quelque chose. Ce qui fait que je me retrouve jamais dans une situation où je me dis « Non, mais là, je fais trop la mouche contre la vitre, il faut que j'arrête et il faut que j'aille ailleurs. » Ça ne m'arrive jamais parce qu'en fait, je calcule. En une seconde, je vais calculer tous les risques qu'il va y avoir et je vais savoir exactement quelle est la bonne route à prendre pour éviter de me retrouver contre le mur et de me dire « Ah, maintenant, il est temps de penser différemment. » Et donc, ça ne m'arrive jamais. Intéressant.
Je pivote vraiment vite. C'est-à-dire, en fait, le pivot, dans ma tête, quand on prend une route, tu vois, par exemple, il y a une des choses que je voulais faire sur le projet. Et en une seconde, j'ai fait toutes les possibilités qu'il y allait avoir. Et il y en avait des centaines. Et j'ai fait, OK, c'est celle-là la bonne. Et donc, du coup, je me retrouve jamais dans ce truc de, tu sais, tu forces, tu dis, non, là, maintenant, faut arrêter et je me retrouve jamais là. Okay. Je sais d'avance que soit j'y vais et je sais que je suis en train de faire une connerie, soit... Ok, intéressant. Et comment tu gères, par exemple, ton entourage? Donc, l'une des réalités des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, surtout quand tu fais des gros projets avec des gros montants, j'aime souvent dire que plus je suis endetté et plus je suis heureux. Parce que plus je suis endetté, ça veut dire que plus je dois de l'argent à la banque. C'est parce qu'en face, j'ai des actifs qui valent beaucoup plus. Et du coup, pour moi, c'est une évidence que le chemin vers la richesse, ça passe à travers l'endettement. C'est très contradictoire avec la culture française. Parce qu'on nous dit remboursez vos dettes, ne devez rien, n'empruntez pas. Oui, on est contre le crédit en France. On est contre le crédit. Et donc, du coup, là, il y a deux sujets. D'abord, je voudrais t'entendre parler du crédit. Et deuxièmement, de comment tu gères l'entourage qui, lorsque tu deviens une autre personne, parce que c'est ce qu'on fait quand on devient un entrepreneur. On devient un peu une autre personne, on sort d'un système, on sort d'un moule. Quand l'entourage ne suit pas, comment tu gères l'entourage? J'ai pas cet entourage-là. Non? Non, j'ai pas d'entourage qui suit pas. Aujourd'hui, tu as vu presque 50% de mon entourage. Tu as vu mon père qui est sur le chantier avec moi. Tu as vu Mika, mon associé, avec qui je travaille. De l'autre côté, il va manquer encore 3-4 amis, dont 2 autres qui sont venus m'aider là parce qu'ils sont là et il y en a une qui est à Montréal. Mais aujourd'hui, tu as vu la moitié des gens qui m'entourent, tu vois. Donc, j'ai très peu de personnes autour de moi. Et si je veux faire un truc, je n'ai que des gens autour de moi qui vont m'aider à réfléchir pour que j'y arrive. Jamais qui vont m'empêcher de le faire. Ou me dire non, tu es en train de faire une bêtise, ou non, tu ne devrais pas faire ça. Parce qu'ils savent que si moi je décide de le faire, c'est que j'ai pris une bonne décision parce qu'ils savaient que je vais tout calculer. Comme eux, si là par exemple, j'ai Sonia qui a acheté un hôtel en République dominicaine, je ne vais pas lui dire oh non, c'est pas bien, non, fais gaffe, non, non. Si elle a pris la décision de le faire, c'est qu'elle a pris une bonne décision, donc je ne peux être qu'avec elle. J'ai pas d'entourage qui te dit non, fais pas ça. Tu sais, mais même bienveillant, hein. Non, je ne faisais pas référence à ce que là, ce que tu décris, c'est ce que j'appelle mon cœur. Okay. C'est vraiment la team, la gang. Oh, tu parles des partenaires plutôt, des gens qui m'entourent? Non, je parle des gens qui sont encore plus loin. Je te donne un exemple. À un moment, tu avais sans doute un cercle d'amis. Oui. Tu étais l'ancien Tony. Oui. Quand tu es devenu le nouveau Tony. Oui. Ce cercle-là, il a dû changer. Ah oui, oui, il n'existe plus. Exactement. C'est à ça que je fais référence. Okay. C'est à ces gens-là que je fais référence. Du coup, toi, ta solution, ça a été de couper les ponts avec ou ça s'est fait naturellement? La distance est créée. Je te parlais de mon épisode SDF. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand tu te retrouves au plus bas, il y a un tri naturel qui se fait chez les gens qui disent, mais c'est même pas toi qui choisis, hein, c'est eux, hein, qui disent, oula, mais lui, on va peut-être moins le fréquenter parce que, tu vois, ça tourne plus comme ça tournait, tu vois. Donc, on va peut-être le mettre de côté. Et en fait, ces gens-là, finalement, partent instinctivement et très facilement. Tant mieux. Tant mieux. Donc, il y a un tri naturel. C'est un tri naturel qui se fait. Intéressant. Finissons sur le sujet du crédit. Le crédit, c'est quelque chose de puissant. Ouais. Moi, je considère ça comme étant l'arme la plus puissante quand tu veux investir. Ouais. Mais ça reste une arme. Si tu t'en sers mal, ça peut faire très mal. Si tu t'en sers bien, c'est comme le couteau quand tu vas à la chasse. Tu peux soit t'en servir pour tuer la gazelle et la manger, pour Bambi. Ou partager. Tu peux t'en servir pour être un cannibale et tuer tes proches, voire toi-même. Ouais. On a une appréhension par rapport au crédit en France. Oui. D'accord? On s'entend que quand tu fais des projets comme ça, soit tu les finances à fonds propres, soit tu vas chercher du crédit. Oui. Quand je vois l'ampleur de ce que tu fais, tu dois avoir un certain niveau de confort avec le crédit. Oui. Comment tu expliques que dans la culture française, on a un peu du mal avec le crédit et qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui sont un peu plus... Et comprends-moi bien, ce n'est pas vraiment une critique de la culture, c'est plus une comparaison entre ce que je vois en Amérique du Nord et ce que je vois ici. Ouais. Il est possible vraiment, avec le système bancaire au Canada, de progresser très rapidement parce que tu as accès aux capitaux. Tu as un fonds pratiquement illimité. Oui. Si tu as les bons contacts, tu prends les bonnes décisions et tu présentes les bons projets. Ouais. En France, on a un peu moins cette culture-là. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui ont peur de s'endetter, par exemple, pour investir et faire des choses qui pourraient justement leur permettre vraiment de progresser financièrement? Tu veux acheter une maison, tu veux acheter un appartement, c'est quoi? Je prends une petite somme. Je prends 100 000 euros. Ouais, tu veux acheter un appartement à 100 000 euros, tu ne veux pas utiliser de crédit et tu veux louer ça. Tu as 2 possibilités. Soit travailler pendant 30 ans
à mettre 300 € de côté hors intérêt et en espérant que ça te rapporte quelque chose quand tu le mets de côté, en espérant qu'il n'y ait pas un crash et que la banque ne te le prenne pas, en espérant que tu ne tapes pas dedans parce que tu sais bien gérer ton argent, en espérant toutes ces choses-là, il te faudra 30 années pour acheter un petit truc à 100 000 € ou à 150 000 €. Alors que en levant un crédit, donc tu vas utiliser de l'argent qui n'est pas à toi. C'est un gros avantage. Il ne faut pas utiliser l'argent qui t'appartient, il faut utiliser l'argent des autres. C'est ça le secret, c'est utiliser l'argent qui ne t'appartient pas pour faire des projets et le rembourser. Mais toi, tu n'utilises pas ton argent. Donc là, tu fais ça avec un crédit bancaire. Certes, tu vas le payer pendant 25 ans ou 20 ans, peu importe. Et quand tu dis que tu vas le payer, c'est pas forcément toi C'est pas toi qui vas le payer, c'est un locataire ou une rentabilité qui va le payer. Et là, l'avantage, c'est que tu le fais instantanément dans les 2 ou 3 mois. Tu n'attends pas 30 ans de ta vie. Parce que pendant les 30 ans de ta vie où tu as mis cet argent de côté, c'est le crédit de quelqu'un d'autre en vrai que tu payais. Hein. Donc en fait, c'est simple. Si tu ne veux pas faire de crédit, en vrai, comme on dit en français, tu seras le dindon de la farce parce que tu vas payer celui d'un autre qui lui aura compris ce que toi, tu n'as pas compris. Donc, à toi de savoir si tu veux rester chez les ignorants qui ne font pas le travail et qui ne vont pas faire, qui vont dire non, moi je vais essayer d'avoir ça toute ma vie et travailler avant. Oui, c'est très bien, tu es en train de faire le crédit d'un autre. Ou est-ce que tu veux faire partie des sachants, ceux qui font les projets et qui ont la vie que toi en réalité tu rêves et que pour le coup, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que du crédit bancaire. Parce qu'en réalité, on paye tous un crédit. On paye tous un crédit de quelqu'un. Soit tu payes Tu celui payes de ton propriétaire, on paye tous le crédit de quelqu'un. ou tu payes celui de la personne qui t'héberge. Et la réalité, c'est que j'ai un terme que j'utilise beaucoup. J'ai un programme que j'appelle OPM, Other People Money, qui veut dire l'argent des autres. Ouais. La réalité, je dis toujours à mes clients, je veux que vous épargnez. Ouais. Je veux que vous ayez de l'argent de côté, que vous ayez un fonds de sécurité, que vous ayez de l'argent pour venir voir les jours difficiles. Mais cet argent, vous en servez jamais. Ouais. Parce que cet argent-là, il est limité. Ouais. Alors que l'argent des autres, il est illimité, à condition d'avoir le bon projet à leur proposer, à condition d'avoir la bonne rentabilité et à condition de prendre les bonnes décisions. Ouais, absolument. Écoute, Tony, un gros merci. Où est-ce que les gens peuvent te trouver ou s'ils veulent te contacter, comment est-ce qu'ils font? Très facile. En plus de ça, ce que je dis souvent, c'est que je réponds à tout le monde. Tous ceux qui m'écrivent, je leur réponds. Instagram, @TonyJazz. TikTok, @TonyJazz. YouTube, @TonyJazz. C'est que TonyJazz. C'est pas difficile. C'est très facile. Google, @TonyJazz. Exactement. Excellent. Écoute, un gros merci de m'avoir reçu. Un vrai plaisir d'avoir fait ta rencontre. Grave. Bonne chance pour le projet. Tu nous inviteras pour l'inauguration. Je ramène la viande. Exactement. On s'occupe du reste. Vas-y, c'est bon. Prends soin de toi. Ciao. Salut.